écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Droit et Société. Dans un monde en pleine recomposition géopolitique marqué par l'émergence de nouveaux pôles de puissance, des crises régionales persistantes et la recomposition stratégique des États, la question de la souveraineté africaine se pose avec une acuité renouvelée. Que signifie être souverain aujourd'hui pour les États africains dans un système international en mutation? Quels leviers technologiques, économiques, culturels et sécuritaires peuvent permettre au continent de peser dans les rapports de force mondiaux et surtout, comment inscrire ces réflexions dans l'héritage intellectuel exigeant de Cheikh Anta Diop sans le figer dans le passé? C'est autour de ces questions que va s'articuler notre émission Droit et Société qui aujourd'hui reçoit Serigne Saliou Diop, président de la cellule communication du mouvement Carbone 14 et président du comité d'organisation en prélude de la journée de commémoration de Cheikh Anta Diop prévue ce 29 décembre au Grand Théâtre de Dakar. Monsieur Diop, bonjour et bienvenue à Télé École. Merci beaucoup, bonjour Seydina, ravi d'être là. Alors, Monsieur Diop, un mot sur Cheikh Anta avant de commencer l'émission? Oui, un homme d'une dimension intellectuelle, réflexionnelle, épistémique, politique, surtout incommensurable, j'ai envie de dire. Et son héritage aujourd'hui s'articule autour de ces questions que vous venez de nommer, très bien même, autour de la réflexion surtout des questions de notre époque, donc contemporaine, et quelle doit être notre posture vis-à-vis de toutes ces questions-là. Au fait, comme Albert Camus disait, la vie elle-même serait absurde si la naissance et la mort étaient les seuls facteurs qui devaient coexister. Pour dire qu'entre la naissance et la mort, il y a ce qu'il y a entre les deux, c'est quoi? C'est la capacité de produire, en fait. C'est ce que Cheikh Anta Diop aujourd'hui a laissé comme héritage et on s'efforce bien entendu de continuer cet héritage-là. Effectivement, et nous allons beaucoup parler de Cheikh Anta et de cette journée du 29 en son hommage tout au long de cette émission, M. Diagne. Alors, je parlais à l'entame de mon propos de recomposition géopolitique à l'échelle mondiale. Comment aujourd'hui, dans ce cadre, peut-on définir la notion de souveraineté africaine sans la réduire peut-être à une simple indépendance formelle? C'est une très bonne question. Je pense que la question de la souveraineté implique avant tout la question de la maîtrise, du contrôle et surtout d'une prise de décision sur un certain nombre de leviers. J'ai envie de dire, je pense plutôt au levier politique qui est essentiel. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on nous demande de nous situer soit on est à gauche, soit on est à droite. En termes d'idéologie politique, vous êtes de gauche ou vous êtes de droite. En termes de souveraineté politique, ça devrait nous amener à repenser même toute la structure. On peut ne pas être de gauche et ne pas être de droite et être quelque part, bien entendu, quelque part qu'on aura décidé. On se pose cette question-là dans un contexte africain, on se rend compte qu'il y a quand même une réflexion à faire à ce niveau. Sur le plan économique, comme je l'ai dit, on confond aussi souvent souveraineté et nationalisme. Il arrive que certains pays ou dans certaines sphères, on nationalise certaines richesses, mais qu'on continue quand même à utiliser les mêmes pratiques. C'est pas de la souveraineté, au fait. Parce qu'il faut repenser toute la structure économique. Si on avait trouvé sur place une structure qui était capitaliste, néolibérale, donc, qu'on l'a perpétrée, on la continue, on ne va pas effectivement arriver à une souveraineté sur le plan culturel et spirituel aussi, extrêmement important. Et sur le plan linguistique aussi. Encore une fois, pour repenser toute la structure même éducationnelle, quelle est la place de la langue? Toutes ces questions aujourd'hui sont au cœur de la souveraineté. Il faudra les penser, mais les penser aussi avec les moyens et les leviers de notre époque. Et doit-on comprendre par là que peut-être il faudrait faire une différence entre souveraineté et nationalisme? Effectivement, parce que c'est encore une très bonne question, parce que quoi qu'on puisse dire, le nationalisme est très en vogue dernièrement, avec beaucoup de très en verve et tout. Moi, je suis tout à fait contre le nationalisme parce que je suis panafricaniste et le panafricanisme, par essence, il est contre le nationalisme parce que c'est avant tout une solidarité. Le panafricanisme, il est anti-esclavagiste, il est antiraciste, il est anticapitaliste surtout. Et surtout, c'est un mouvement de solidarité. Quand on va vers la solidarité, on ne peut pas se dire qu'on va effectivement se concentrer sur nous-mêmes, pensant que c'est nous-mêmes seulement qui existons, alors que ça se fait dans une logique beaucoup plus large. C'est la première chose. La deuxième chose aussi, quand on parle de nationalisme, on parle de nations. Les nations aujourd'hui dont on a hérité, ce sont des nations, il faut dire coloniales.
Ce sont des frontières de Berlin aujourd'hui dans lesquelles on est en train de penser, au fait. Donc, la fameuse balkanisation. Effectivement, pour faire un clin d'œil à Senghor. Donc, en nous inscrivant dans cette logique nationaliste-là, est-ce qu'on n'est pas en train de continuer encore ce système-là? Est-ce qu'il ne faudrait pas le repenser, au fait? Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un piège de verser dans un nationalisme sans repenser carrément la question de la souveraineté, au fait, qui va au-delà et qui est beaucoup plus exigeant en termes de réflexion. En termes de réflexion. Alors, Moussa Diagne, je parlais totalement d'émergence de nouveaux pôles de puissance. On peut peut-être parler du BRICS, par exemple, qui est en train de prendre de l'envergure à l'échelle mondiale. Et justement, en quoi ces dynamiques actuelles, notamment l'émergence des BRICS, peut-elle reconfigurer les marges de manœuvre stratégiques des États africains? Beaucoup de choses. On peut nommer quelques éléments. Premier, c'est que ça permet d'avoir déjà un autre interlocuteur. Ces 50 dernières années, on a eu un seul interlocuteur. C'est l'Occident, en fait. C'est les États-Unis et les États satellitaires. Je fais un clin d'œil aux États qui tournent autour, bien entendu, de l'OTAN, qui disent oui à tout ce que les États-Unis vont dire oui, en fait. C'était le seul interlocuteur. Aujourd'hui, si on a la possibilité sur le marché, parce qu'on le veuille ou pas, on est dans un marché, et les deux lois sont l'offre et la demande. Si on a la possibilité aujourd'hui d'avoir les BRICS qui viennent proposer autre chose, c'est déjà important pour, par exemple, les pays africains de se dire que on va voir ce que les autres disent, ce qu'ils proposent, en fait, qui est différent de ce que l'Occident, de manière générale, propose. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de pouvoir aussi se dire, se positionner, en fait. Aujourd'hui, dans le cas des BRICS, et surtout des BRICS+, on a vu qu'il y a des pays africains aujourd'hui qui sont membres. Je pense, par exemple, à des pays comme l'Éthiopie, je pense à des pays comme l'Égypte, par exemple, et d'autres pays aussi qui sont en train de toquer à la porte. Apparemment, même le Sénégal était en train de préparer un dossier de candidature pour en faire partie. Pour moi, c'est pas de refus, au fait, parce que ça donne la possibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une autre offre, en fait, de voir ce qui se fait ailleurs, mais surtout, sur le plan économique aujourd'hui. Les pays du BRICS aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, sont en train de financer l'effort de développement d'un certain nombre de pays. Je pense à la Chine, même si ça peut être un danger aussi, en fait, parce que il ne faut pas reproduire les mêmes schémas coloniaux, en fait. Il faudra, au début même de ces partenariats avec les pays du BRICS, repenser carrément les schémas, en fait. Mais force est de croire, de constater que la Chine, sur le plan économique, propose des choses. La Russie, sur le plan militaire, aujourd'hui, propose des choses, en fait. Et même d'autres pays, en fait, comme la Turquie, par exemple, sont en train de proposer des choses. Tout ceci pour dire que il est important aujourd'hui, je pense, la présence des BRICS sur l'échiquier politique et géopolitique du continent, je pense, vient à son heure. Et il est important de repenser les dynamiques de coopération, que ça soit multilatéral, que ça soit bilatéral. Alors, M. Diagne, on va peut-être un petit peu parler de Cheikh Anta, qui a énormément écrit, s'il n'a tout écrit. Alors, les enseignements fondamentaux de la pensée de Cheikh Anta à l'aune peut-être de la lecture, comment peut-on prendre les enseignements de Cheikh Anta Diop pour aujourd'hui structurer une lecture africaine des rapports de force internationaux contemporains? C'est encore une très bonne question. Alors, je pense déjà à un ouvrage de Cheikh Anta Diop, Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, qui est publié en 1974, qui est en quelque sorte une sorte de proposition disséquée en 14 ou 15 points, dans lesquels il dit que voici quelques éléments déjà de proposition. Ça dépasse même la réflexion qui permettent aujourd'hui d'aller vers ce fédéralisme-là dont il a fait mention pendant très longtemps dans sa vie et sa production intellectuelle. Et il dit déjà que les pays africains tels qu'ils sont constitués juste après les indépendances ne sont pas viables en fait, parce que pour reprendre l'expression, on assiste à des pays qui sont carrément vers la balkanisation. Tout à fait. C'est pas viable en fait, parce qu'on a en face de nous des mastodontes sur le plan politique, sur le plan économique, comme les États-Unis d'Afrique, qui vont venir nous écraser carrément. Donc on a deux possibilités. Et ces éléments-là aujourd'hui sont très factuels et actuels. Aujourd'hui sont d'actualité. Si on les tire de la pensée de Cheikh Anta Diop par rapport à la question que vous posez, qui sont aujourd'hui sur les discussions en 2025. Il dit qu'il faut aller vers ce fédéralisme-là, cette fédération-là. On peut y aller soit au niveau continental, soit au niveau sous-continental, parce qu'il se pourrait qu'au niveau continental, que ça prenne du temps, qu'il y ait beaucoup d'éléments qui retardent cela. Si c'est le cas, on y va au niveau sous-continental. Et il le dit quand il dit qu'il faut
basculer l'Afrique sur la pente de son destin fédéral. Il va plus loin en disant que seul un État fédéral, continental ou sous-continental, extrêmement important. Au fait. Et c'est un peu ce que la forme que certaines organisations comme la CEDEAO ont essayé de prendre, comme l'AES aujourd'hui ou comme l'IGAD au niveau de l'Afrique de l'Est, au fait. Donc ça, c'est un premier élément sur le plan politique de la pensée de Cheikh Anta Diop qui est très actuel. Un autre élément aussi, je termine sur ce point-là, sur cette question, c'est l'aspect épistémique, extrêmement important. En ouvrant un peu la porte de l'Égypte en 1954 avec Nation Nègre et Culture et en revenant en 1960 avec sa thèse de doctorat, avec un ouvrage, 2 autres ouvrages, mais surtout l'Afrique noire précoloniale, Cheikh Anta Diop va faire appel à la tradition orale pour écrire l'Afrique noire précoloniale, extrêmement important. Ce qui n'était pas admis jusque-là, en fait. Et il ouvre une voie, il ouvre une école, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'école historique de Dakar. Lui-même, que ce soit d'autres comme Boubacar Ly, que ce soit Boubacar Bari et d'autres penseurs aussi qui ont travaillé dans la Sénégambie. Sur le plan épistémologique, ils mettent quelque chose sur la table qui n'existait pas, qui n'était inédit, qui consiste à dire que le savoir, la connaissance, ne porte pas seulement l'empreinte de la rationalité excessive de Descartes, mais qu'il y a d'autres formes de savoir, ce que Felwine-Sarr appelle les écologies du savoir, ce qui est extrêmement important. Ce qui est extrêmement important. On va encore rester sur ce point parce que c'est extrêmement important ce que vous êtes en train de dire, M. Diagne. Et surtout, peut-on parler aujourd'hui de souveraineté africaine intégrée ou plutôt assiste-t-on à une juxtaposition de nationalisme ou de stratégie nationale contradictoire? Très important comme question. Effectivement. Et c'est ce qu'on imagine, c'est ce qu'on voit, c'est ce à quoi on assiste sur la scène africaine présentement. Effectivement, je pense que c'est plutôt le deuxième élément qu'on a, il faut le dire, une juxtaposition, même j'ai envie de dire des tentatives de pensée, de nationalisme, en fait, qui sont même pas bien pensées ou bien réfléchies. On se dit qu'il faut faire quelque chose et on y va sans réfléchir de bout en bout, en fait. Plus qu'une souveraineté, en fait, réfléchie au plan continental. C'est un peu ça. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent le justifier ou qui peuvent l'expliquer. La première, c'est que quelle est aujourd'hui, sur l'espace public, la force de proposition qu'on a sur le plan de la souveraineté? On a un organe, ou disons un organisme qui est censé être chargé de cela. Je pense à l'Union africaine. Aujourd'hui, est-ce que l'Union africaine fait ce travail-là, en fait, en tant que tel? Non, il faut se dire les choses. Certains disent que c'est un syndicat de chefs d'État. Qui se protège. J'ajouterais qui se protège. C'est tellement vrai que si aujourd'hui on prend l'agenda 2063 de l'Union africaine, et vous faites une interview, vous sortez, vous demandez par exemple aux gens, à la masse critique, est-ce que vous êtes au courant de l'agenda 2063 de l'Union africaine et qu'est-ce qu'il y a dans cet agenda? Il y a très peu qui vont vous répondre, en fait. Et on va se poser la question à savoir à qui est-ce qu'est destiné cet agenda-là? C'est le peuple africain. Comment ça se fait que depuis plusieurs années, cet agenda-là n'est pas su, en fait, n'est pas débattu, exposé sur l'espace public, en fait. Ses destinataires en tant que tels ne sont même pas au courant de l'existence un peu de cet agenda. Là, ça en dit long. Ça veut dire que c'est une organisation où on reste encore dans un élitisme, carrément, il faut le dire, où on discute entre chefs d'État, syndicats de chefs d'État, mais qu'il n'y a pas vraiment de réflexion sur le terrain qui est destiné un peu aux populations, en fait. Ceci étant dit, puisqu'il n'y a pas de proposition sur le plan de la souveraineté au niveau continental ou sous-continental, à l'échelle nationale, les gens vont essayer de faire des propositions par-ci, par-là, parce que c'est l'espace public, comme disait l'autre, il ne peut pas être vide. Il faut que l'espace public soit animé par un débat. Si des organisations comme l'Union africaine ne le font pas, malheureusement, il y aura des nationalismes qui vont sortir de part. Qui vont émerger de part et d'autre. Et c'est extrêmement important. Moi, je me rappelle, dans mes cours en master 1, je crois, ou en licence 3, un cours sur le régionalisme africain, un professeur Khouma qui me parlait exactement de ça. Et il y avait une question qui se posait. Assistons-nous peut-être à un syndicat des chefs d'État? Ou je vais peut-être reformuler. Parlons-nous, est-ce qu'on parle de la CEDEAO, par exemple, de l'Union africaine des États, ou de l'Union africaine ou de la CEDEAO des peuples? Deux tournures différentes, mais qui sont très importantes. Vous le dites tout à l'heure, l'agenda de 2063, je ne pense pas que si vous sortez ici, que vous posez cette question, qu'est-ce qu'il y a dans cet agenda-là, que les gens vont vous répondre. Et il me paraît que pour arriver à cette unition de l'Afrique, il faudrait peut-être
penser à une Union africaine, à une CEDEAO des peuples, et non à une CEDEAO ou à une Union africaine des États. Et je crois que c'est très important. Sortir de cette notion d'État pour entrer dans cette notion de peuple. Et ça rejoint peut-être ce que nous allons peut-être dire tout à l'heure. Monsieur Diagne, sur le plan économique, par exemple, quels sont les leviers concrets permettant à l'Afrique de sortir des logiques de dépendance structurelle dans un monde aujourd'hui de plus en plus multipolaire? C'est une très bonne question. Aussi, sur le plan économique, il y a quelque chose qui s'est passé au cours de l'histoire. Il y a une restructuration, j'en veux dire une dénaturalisation même, une littoralisation, c'est le terme exact, en fait, une littoralisation de l'économie africaine, en fait. Si on regarde de plus près les grands empires, et même les royaumes, et comment est-ce que leur économie fonctionnait, déjà, c'était une économie qui était interne, premièrement. Deuxièmement, on avait même ces grands empires-là, si on regarde leur capitale, c'était toujours au niveau interne, dans les terres, ancré dans les terres. Au début du XVe siècle, on a les Portugais qui arrivent et qui commencent à établir les comptoirs au niveau des côtes, Golfe de Guinée et autres, en fait. Et les autres puissances vont suivre après. Et c'est là où on a littoralisé carrément l'économie. Cela veut dire que l'économie est passée des terres au niveau interne vers les niveaux externes. On a une économie esclavagiste, bien entendu, mais aussi on a une économie extractive où on va extraire les matières premières pour les envoyer ailleurs. Aujourd'hui, on est en 2025, regardez les capitales au niveau de l'Afrique. Rien qu'en Afrique de l'Ouest. Et vous verrez que la plupart des capitales sont au niveau des littorales. Ouverture de la mer en tant que telle, en fait. Et tout. On a continué avec cette économie coloniale-là en tant que telle, qui n'était pas compétitive pour nous, parce que les structures ne sont pas les mêmes. Et cela même, je peux comprendre. Si on avait un pied là et on se dit qu'on va essayer d'ouvrir une autre brèche au niveau interne pour restructurer, mais on ne l'a pas fait, en fait. C'est ça aujourd'hui qui pose toujours problème, en fait. On n'a pas encore repensé un peu les structures économiques sur ce plan-là. Premièrement. Deuxièmement, je parlais d'idéologie économique tout à l'heure, en fait. En parlant d'idéologie politique, où est-ce qu'on veut se situer? Parce que l'économie, c'est avant tout adossé à une idéologie, qu'on le veuille ou pas, en fait. Où est-ce qu'on veut se situer, en fait? Est-ce qu'on va vers un socialisme? Est-ce qu'on est de gauche ou de droite? Est-ce qu'on va vers un capitalisme néolibéral? Est-ce qu'on va vers un socialisme? Est-ce qu'on va vers un communisme? Est-ce qu'on va vers quoi? Ou est-ce qu'on va vers une alternative? Si c'est une alternative, comment est-ce qu'on la formule, en fait? Jusque-là, il n'y en a pas, en fait. On se dit que finalement, même l'idéologie, j'entends même des discours, des gens dire que oui, même ça, c'est pas important. L'essentiel, c'est de se lancer dans l'économie et de faire quelque chose. Mais non, ça va pas être viable, je suis désolé, en fait. Donc, ceci fait aujourd'hui que, sur le plan économique, encore, il n'y a pas encore de modèle stable et malheureusement, ça va pas être viable parce qu'on n'a pas encore repensé à restructurer un peu les économies pour qu'elles cessent d'être extraverties, mais qu'elles soient plutôt ancrées sur les réalités nationales. Sur les réalités nationales, on a parlé d'idéologie politique, vous avez parlé d'idéologie politique, vous avez parlé d'idéologie économique, on va peut-être parler d'idéologie culturelle. Une question chère à Cheikh Anta. Alors, comment la question culturelle, très chère à Cheikh Anta, s'inscrit-elle aujourd'hui dans les débats contemporains sur la souveraineté et sur l'autonomie stratégique des États africains? Elle est essentielle pour Cheikh Anta Diop parce que je pense que c'est pas dans Nation et Agriculture, je pense que c'est plutôt dans Civilisation ou Barbarie. Dans Civilisation ou Barbarie, parce que dans la deuxième partie de Nation et Agriculture, Cheikh Anta Diop développe un chapitre qu'il appelle Développement des langues. Et on connaît déjà le rapport qu'il y a entre langue et culture, développement des langues. Et il revient un peu, de manière plus détaillée en 81 dans Civilisation ou Barbarie, avec les trois facteurs, en fait. Donc, le facteur historique, le facteur linguistique et le facteur psychologique, en fait. Et il dit que ces trois facteurs, si on les a réunis ensemble et on fait le travail qu'il faut, c'est ça qui va permettre carrément de construire. C'est ce qu'il appelle le ciment en tant que tel. Et c'est ce qui fait, selon lui, la différence entre un peuple et une population. L'aspect culturel. Une population, c'est quoi? C'est un agrégat d'individus. On se rencontre quelque part. Voilà. Peut-être c'est des éléments économiques qui nous lient ou autre chose. Alors que quand on parle d'un peuple, c'est pas pour rien que dans la devise de notre pays, on dit un peuple, un but une fois. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit une population, un but une fois? Ça en dit long. Un peuple, c'est une conscience historique, c'est une direction, en fait, futuriste. Vouloir vivre collectif. Exactement, en fait. Et c'est ça. Et ça, où est-ce qu'on peut aller tirer ça? C'est dans l'aspect culturel, en fait. Aujourd'hui, est-ce qu'on a sur le plan culturel, on est allé chercher un peu ces éléments-là pour un peu
même cette refondation même, en fait, de cette nation sénégalaise, où le professeur Mamadou Diouf même s'interroge en se disant, est-ce qu'il y a même une nation, est-ce qu'il y a même toujours une nation sénégalaise? C'est même une question que les gens sont en train de se poser. Effectivement. Et c'est vrai que si on arrive à se poser cette question, c'est qu'il y a problème. Carrément. Effectivement, il y a problème. Alors, Monsieur Diagne, la technologie. Donc, on pense qu'il faut y aller, mais il y en a qui pensent, qui sont réticents, qui pensent que avec la technologie, nous serons amenés à recommencer une nouvelle forme de dépendance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que nous devrons aller vers la technologie ou vous pensez, comme certains, que ça risque de nous maintenir dans la dépendance? Actuellement, on parle d'IA. Exactement. Ça va très, très vite. Très vite. Ça va 100 à l'heure, ou peut-être 200 à l'heure. Je pense qu'il ne va pas avoir peur de la technologie, mais peut-être que la question de la technologie introduit peut-être une autre compréhension. On n'a pas que les nouvelles technologies, en fait. C'est vrai que c'est les nouvelles technologies. Aujourd'hui, ça va très vite et ça peut faire peur. Mais on a déjà des technologies qui peut-être sont des anciennes technologies, qui sont toujours fonctionnelles, mais qu'on n'a même pas encore adoptées, en fait. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la technologie. Il faut aller vers la technologie, il faut l'adopter, parce que c'est un moyen, c'est un outil, en fait. Il faudra l'utiliser à bon escient pour le développement, pour tout ce qu'on veut faire, en fait. Donc, il faudra la maîtriser pour pouvoir l'utiliser, en fait. Mais je pense que même au-delà de là, ou même avant d'attaquer les nouvelles technologies, c'est un champ dans lequel il faudra y aller. Mais on peut même déjà adopter ou travailler sur les anciennes technologies ou les technologies qui sont là et les utiliser sur le plan de l'agriculture, par exemple, en fait, sur le plan de l'industrialisation, en fait. On n'est pas encore à ce niveau. Il faut qu'on arrive à ce stade, en fait. Je donne un exemple. Par exemple, on parle d'industrie. Cheikh Anta Diop a beaucoup parlé d'industrie. On n'a pas encore d'industrie au Sénégal. Malheureusement, on a des efforts qui sont en train d'être faits. Presque chaque quartier, presque au Sénégal, un peu partout, hein, on a ce qu'on appelle des couturiers communément appelés les tailleurs. Voilà. La NSDS, dans son rapport de 2025, nous dit qu'on a un peu plus de 40 000 plutôt, unités économiques, des entreprises, donc des couturiers, des tailleurs en tant que tels. C'est évalué à, selon les statistiques, à peut-être 900 000, peut-être 1 million, 800 000 jusqu'à 1 million, en fait, de personnes qui pratiquent, qui sont des professionnels, allant dans ce sens-là, en fait. C'est énorme, comme je le disais, parce que chacun peut en témoigner dans son quartier. Il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y a une industrie qui est construite, qui est pensée, qui est bâtie autour de cela? Le Sénégal ne fait même pas partie aujourd'hui, en 2025, des producteurs ou des top 5 des producteurs de coton. Le Bénin est en tête actuellement, suivi peut-être du Mali et autres, en fait. Est-ce qu'on est vraiment en train de penser industrie, en fait? C'est la question que je me pose. Cela veut dire qu'on a 400 000 unités économiques. Cela veut dire qu'économiquement, c'est viable, en fait. Et les tenues que nous portons, je pense, peuvent en témoigner, en fait. Mais trop de jolies créations. Exactement. Très, très vraiment, voilà, raffinées. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'en faire une industrie, en fait? C'est des questions, des fois, que moi, je me pose et je n'arrive pas à comprendre, en fait. Donc, la technologie aujourd'hui, ici, c'est l'adapter, l'utiliser dans des industries, par exemple, comme celle-ci, pour pouvoir industrialiser des secteurs comme, par exemple, tout ce qui tourne autour de la couture, mais aussi d'autres secteurs, en fait. Avant, bien entendu, d'attaquer les nouvelles technologies comme l'IA. Effectivement, il y a des jeunes qui sont déjà en train de faire de belles choses. De belles choses, des merveilles. J'ai eu la chance d'aller dans un foire à Dakar. Vraiment des jeunes créatifs. Carrément. Très intéressants. Alors, vous parlez tout à l'heure de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Récemment, au Sénégal, ça a fait un tollé. On a entendu parler que les bases françaises, les gens, ils vont quitter, ils vont rentrer chez eux. De plus en plus, c'est ce qu'on parle. Mais il y a une question qui se pose parce qu'il y en a des gens qui sont, je sais pas, je vais pas juger, je sais pas s'ils sont optimistes ou pessimistes, mais il y en a qui disent que renoncer à la France ou se plonger dans les bras des autres, dans le même schéma, ce n'est pas trop intéressant. C'est recommencer le même schéma de dépendance. Alors, vous, en tant que panafricaniste, en tant que quelqu'un qui s'intéresse aux écrits de Cheikh Anta Diop, en matière de sécurité, M. Diagne, comment pensez-vous que l'Afrique peut concilier coopération internationale et affirmation de choix ou d'autonomie stratégique? Alors, la question de la sécurité aussi fait partie des questions essentielles. Cheikh Anta Diop va jusqu'à dire même que la sécurité précède le développement. Il le dit, je pense, dans les fondements. Il le dit dans les fondements. La sécurité précède le développement. Ça en dit long.
Et si on regarde un peu les choses en 2025, rien que dans le Sahel, le Grand Sahel, et quand je dis Grand Sahel, pour moi, ça part du Sénégal jusqu'à Djibouti, enfin, à Somalie, en Éthiopie, au fait. Ça traverse toute cette bande-là jusqu'au Soudan. On se rend compte que la question de la sécurité, elle est là aujourd'hui. Rien que le Sahel, entre, par exemple, la zone des 3 frontières, le Mali, le Burkina et le Niger, l'insécurité qu'il y a là. Aujourd'hui, 53% aujourd'hui des morts qui sont liés au terrorisme le sont dans cette zone, le sont en Afrique de manière générale, en fait, et dans cette zone-là. Et ce qui est en train de se passer au niveau du Soudan, avec les 2 généraux qui sont en train de s'entretuer. Donc, pour dire que la question de la sécurité, elle est essentielle. Dans le cas de l'AES, je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas, c'est pas intéressant, encore une fois, de reproduire les mêmes schémas coloniaux. C'est pas du tout intéressant de se dire que les Français dégagés, on n'a plus besoin de vous, et de se dire que peut-être d'autres peuvent venir et utiliser les mêmes méthodes. C'est pas du tout intéressant, mais force est de constater que dans le cas de l'AES, c'est pas forcément les mêmes schémas qui sont en train d'être reproduits, au fait. Parce que les mêmes formes de collaboration, qui étaient les formes de collaboration qui étaient en tout cas qui liaient plutôt l'AES ou les pays de l'AES à la France ne sont pas en train d'être reproduits vis-à-vis d'autres puissances qui sont présentes dans la région. Je pense à la Russie, je pense même à la Turquie par exemple aussi, au fait. Vis-à-vis de la Russie, on a une autre forme de collaboration et je pense que c'est dans cette optique-là qu'il faudra insister, il faudra repenser un peu les collaborations. Et pour moi, la meilleure manière de le faire et de réussir, carrément pour répondre concrètement à la question, c'est de pouvoir aller vers le transfert de technologie, au fait. Surtout, la formation et le transfert de technologie sur le plan de la sécurité. Il n'est pas intéressant d'appeler des gens qui sont là et qui vont rester dans le Sahel pendant 20 ans, 30 ans et autres, en fait. S'ils sont là, effectivement, on a besoin de leur expertise, on a besoin de leurs moyens logistiques, des armes, il faut en acheter, effectivement, mais aussi du transfert de technologie. Qu'on puisse nous-mêmes savoir comment utiliser cela, les drones, former un peu les gens et autres, en fait. Comme ça, d'ici 20 ans, peut-être 20 ans c'est long, peut-être d'ici 10 ans, on n'aura plus besoin d'eux, en fait. Pour moi, ça va être vraiment la meilleure forme de collaboration. On espère que ça va être le cas avec l'AES parce que ce qu'on a vu en Afrique de manière générale dans d'autres zones de conflit, ça n'a toujours pas été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Alors, M. Diagne, on a parlé on a parlé d'idéologie politique, on a parlé d'idéologie économique, culturelle, technologique. On a essayé de corroborer tout ça et de le mettre en parallèle avec la souveraineté à l'Afrique. Mais l'objectif de tout cela, c'est de l'inscrire dans les réflexions de Cheikh Anta et il ne faudrait pas l'oublier. Alors, justement, M. Diagne, comment s'inscrire ou comment inscrire la pensée de Cheikh Anta Diop dans les politiques publiques concrètes au-delà des hommages intellectuels que nous faisons souvent à Cheikh Anta? C'est essentiel et c'est une question, je pense, qui mérite une réflexion. On est en train de réfléchir à cette question depuis un moment. Je pense que je vais pas dire que c'est très simple, mais on a déjà des propositions qui sont là. Premièrement, sur le plan linguistique, il est extrêmement important. Je pense qu'aujourd'hui, c'est prouvé par des recherches aujourd'hui. On a invité un prof qui était j'ai oublié son nom, qui était à l'université de George Washington, je pense, aux États-Unis, qui était venu dans notre école doctorale et qui parlait un peu de l'apprentissage, c'est un psychopédagogue, qui parle de l'apprentissage pour les enfants, une catégorie d'enfants entre, je pense, 3 ans jusqu'à 7 ans, 8 ans. Et le niveau d'apprentissage, d'assimilation, de réflexion, de production, si c'est fait dans sa langue première ou langue maternelle ou si c'est fait dans une autre langue, en fait. Et on a vu que les résultats, si c'est dans sa langue première ou langue maternelle, sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus satisfaisants. Ça, aujourd'hui, c'est prouvé, en fait, beaucoup d'articles scientifiques, il y a une littérature assez abondante sur ça. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on reste là encore en 2025 à se poser un peu cette question, en fait. Pour moi, le premier élément ou la première étape va être déjà d'adopter un peu nos langues locales, nationales, qu'elles soient des langues d'enseignement, en fait. Et beaucoup vont me dire que oui, mais est-ce que c'est possible de faire des mathématiques en Wolof, par exemple, ou c'est possible de faire de la physique ou de la géométrie en Wolof? Cette question a été réglée depuis 1954 par Cheikh Anta Diop. Dans Nation d'agriculture, vous prenez la dernière partie de Nation d'agriculture, Cheikh Anta Diop prend le temps, je parle de 1954, avant les indépendances, il prend le temps de traduire des notions mathématiques, en fait. Il prend même le temps de traduire la relativité d'Einstein,
qui était considérée comme la pointe de la science à cette époque-là, la relativité. La loi de la relativité, au fait. Je pense que c'est la relativité générale qu'il traduit en 1954. 1954-2025, de l'eau a coulé sur les ponts. Si on s'était lancé dans cette voie-là, on serait à un autre niveau. Donc, pour moi, le premier élément, c'est ça. Deuxième élément, comme j'ai dit, sur le plan épistémologique, en fait. Cheikh Anta, à travers l'école de Dakar, nous a permis aussi de savoir qu'il y a d'autres formes de connaissances, de savoir aujourd'hui, qui sont en train d'être expérimentées. Vous allez au niveau du Ghana, vous avez un institut de recherche africaine, Institute of African Studies, qui explore ce qu'il appelle les savoirs ancestraux, en fait, pour faire un clin d'œil à comment il s'appelle là, le Béninois qui avait travaillé sur les savoirs endogènes, Paulé Untunji, au fait, sur ces savoirs-là ancestraux, au fait, les savoirs endogènes aujourd'hui qui sont au cœur. Codestria a fait un travail extraordinaire. Cheikh Anta Diop aussi ouvre cette voie-là, au fait. Qu'est-ce qu'on attend pour l'inscrire dans l'académie, dans les universités, au fait? Ça aussi, c'est un autre élément. L'autre élément par rapport au fédéralisme en tant que tel, je pense que le Sénégal, je dirais pas que c'est un exemple parfait, mais fait partie aujourd'hui en Afrique des modèles qui peuvent insuffler, qui peuvent initier ce genre d'initiative. Premièrement, parce que nous avons une bonne réputation sur le plan académique, sur le plan de la science, sur le plan de la connaissance, du sérieux, de la démocratie, et surtout l'ouverture de Dakar, en fait, en tant que carrefour. Et ce que l'université de Dakar a représenté, où on a presque les plus grands penseurs africains qui ont étudié ici, au fait. Donc, sur le plan de la souveraineté, aussi, en intégrant d'aller vers un fédéralisme au niveau régional aussi, Cheikh Anta ouvre la voie et qu'on est bien placé, au fait. Donc, on pouvait continuer sur un certain nombre de choses pour dire que la pensée de Cheikh Anta Diop est actuelle et factuelle. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les politiques publiques de se servir et de pouvoir faire bouger les choses. Alors, mais justement, qu'est-ce qui empêche les politiques publiques de s'en servir? Est-ce que vous avez une réponse par rapport à cela? Est-ce que vous avez des pistes de solutions? S'ils n'ont pas de solution, s'ils ne savent pas comment mettre en pratique l'œuvre de Cheikh Anta, comment la matérialiser? Est-ce que vous qui êtes intéressé par tout ce que Cheikh Anta écrit, vous avez des pistes de solutions pour eux? Oui, alors... on ne va pas leur faciliter la tâche. Bien sûr, c'est sûr. Effectivement, on s'est posé la question, je me suis personnellement posé la question avec Carbone 14 et avec tous les autres mouvements comme la Marche internationale Dakar et tout. Et on s'est rendu compte, et ça c'est un fait, qu'il y a pendant une longue période, Cheikh Anta Diop dérangé dans ce pays-là. Et j'en veux pour preuve, c'est pas me dire, c'est des faits aujourd'hui historiques. Quand Cheikh Anta revient à Dakar en 1960, il reste 21 ans sans enseigner à l'université, alors que toutes les conditions étaient réunies pour qu'il puisse enseigner. 21 ans. De 1960 à 81. Il a fallu que Abdou Diouf arrive au pouvoir en 81 pour le réhabiliter pour qu'il puisse enseigner. Le temps qu'il prenne ses marques, il commence à enseigner, il décède en 1986. 21 ans, quelqu'un comme Cheikh Anta Diop est au Sénégal, il est à l'IFAN et il ne peut pas enseigner alors qu'il vient avec son doctorat et il produit des multitudes d'articles et autres. Il n'y a pas de réponse, au fait. Il n'y a pas de réponse. Cheikh Anta dérangé à un moment donné, au fait. Et ça, c'est depuis Paris, depuis qu'il a soutenu sa thèse, au fait. Et on a continué un peu dans cette logique. Donc, les politiques aujourd'hui publiques, les dirigeants, avec les nouveaux dirigeants qu'on a aujourd'hui, on croise les doigts, qu'ils sont un peu plus proches, effectivement, de l'idéologie panafricaniste. Mais pour le moment, on ne voit pas des choses qui sont concrètes, il faut le dire, au fait. Sur la question de la langue, par exemple, c'est des décisions aujourd'hui. Au niveau de l'Assemblée nationale, en fait, c'est des lois, c'est des décisions qui peuvent être votées. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de prendre un peu ces décisions? On ne dit pas qu'on va prendre des décisions et que du tic au tac, tout va se réaliser. Non. Mais sur les questions de la langue, c'est sur le long terme. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre le premier pas, de faire le premier pas et de continuer un peu à faire le travail? Mais on n'a pas encore fait ce travail-là, alors qu'ils sont là déjà depuis bientôt peut-être 2 ans et autres, en fait. Donc, on ne va pas leur faciliter la tâche, bien entendu. Et nous, l'alternative qu'on s'est dit, parce qu'à Carbone 14, on s'est toujours dit que si les dirigeants ne font pas ce qu'ils doivent faire, nous, on ne va pas pour autant croiser les bras, on va essayer de faire. Ce qui fait que depuis déjà 2019, nous, dans le cadre de nos activités, on organisait la marche pour l'introduction des enseignements de Cheikh Anta dans le curricula et le Carbone 14 Tour, où on allait faire le tour des lycées, des écoles, parce qu'il est important de parler surtout avec les plus jeunes, pour leur parler de Cheikh Anta Diop, de la pensée de Cheikh Anta Diop, leur offrir des livres, ou des fois, on peut aller dans des coins au Sénégal, ou y compris même à Dakar, où ces ouvrages même sont très difficiles à avoir,
Donc on a tenu à rendre disponible cette production intellectuelle, l'expliquer, la critiquer surtout, la discuter. On n'est pas dans une logique de dire tout ce qu'il fait, mais avoir un regard très critique et faire être force de proposition en attendant que les politiques publiques puissent quand même se dire que on va faire quelque chose. Effectivement. Cheikh Anta a beaucoup parlé des langues. Vous l'avez expliqué tout à l'heure. Vous êtes revenu largement là-dessus. Et je voudrais qu'on termine cette émission en wolof. Et que vous dites à nos mamans, aux élèves qui sont peut-être au primaire, qui nous écoutent, qui nous regardent sur la chaîne télévision, nga wax leen kan mooy Cheikh Anta Diop, lan la Cheikh Anta def, ak lan moo tax tey jii yéen ci seen mouvement Carbone 14 ngeen fas yéene rendre hommage Cheikh Anta Diop le 29. laaj bu am solo la wax ci Cheikh Anta Diop daanaka jafe na jafewul ndax dundam moo ni mel daanaka mun nañ ko tënk ci ñett bi ci njëkk mooy mun nañ ne nit ki Cheikh Anta Diop dati doomi Sénégal juddoo fii ci Bawol Caytu nekk à 23 kilomètres de 27 kilomètres de Bambey juddoo fii yaroo fi jàngee fi daanaka wattu alxuraan laata muy dem ci école tubaab dem fa def fa tamit ay jaloore ba 1960 mu jóge fi dem France dem Paris jàngi laata dafa dem rek ñaari at mu bind article bu am solo bu tudd quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine daanaka mu ngi tàmbali ci ndawam 25 ans mu ngi tàmbali naan ñun kal nañu war a taxaw xoolaat na la ñuy xam Afrique di judduwaatee ci jikko ci xam-xam ci taxawaay ci mboor ci mbaatit ci xayta ak ci yépp yi nga xam ne nii tey dafa ànd ak sunu société ci sunu aada ak sunu cosaan mu tàmbali tàmbali liggéey ba tubaab yi nag ne ko loolu kat daanaka du fi amee mu góorgóorlu ba daanaka matal lu muy def ba def thèse de doctorat am en 1960 ñibbisi ba mu paree rek li ma wax journaliste ba ko doon laaj mooy li ma fas yéene mooy ayu bés bi ñu dëgmal mooy ñibbisi fële ci Sénégal ñibbisi fële dem fële ca Ndakaaru ngir la ma fi rootee as tuut ma daal di koy bokk partager ko former ñi nga xam ne nii ñoom ñooy sunuy rakk sunuy ndaw sunuy doom daanaka dundam nag tàmbali aju ci loolu ba mu ñibbisee 1960 ba 1986 mu tënku ko ci xam-xam gëstu tukki voyager fu ne ci àdduna bi ngir weccoo xalaat bu baax a baax ci Afrique looloo tax mu taxawal yu bari dooleel der bu ñuul ci àdduna fépp teg ko ci xam-xam ci science taxawal aussi laboratoire bu ñuy wax Carbone 14 nekkul ne moom moo découvrir Carbone 14 mais dafa taxawal laboratoire Carbone 14 bi nekk ci IFAN daal koy jëfandikoo daal di la ma waxoon ci ne der bu ñuul daanaka bu ñuy wax ci xalaat bu ñuy wax ci mboor ci mbaatit ci ñoom la tàmbalee ci fële ca Misra ñu naan ko Égypte fa la tàmbalee ba pare prouver ko ci science à travers Carbone 14 donc kooku mooy Cheikh Anta Diop te war na ku nekk ci ñun ci ngay sénégalais nga ñàkk doon sénégalais nga nekk africain wala nga nekk koo xam ne der bu ñuul nga am war na foo mënti tool ngay bàyyi xel ci Cheikh Anta li bind ndax dina tax nga gën a xam yow yaay kan mais dina tax nga mën a xam yow li nga war a def pour li nga xam ne am nga ko ci sa environnement nga mën ci bénéficier bu baax a baax kon monsieur Diagne ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi fii nii xanaa bàyyi la nga tàggoo bu la neexee ci wolof wala ci français ak suñu téléspectateurs yi mais aussi nga ñëwaat ci événement bi le 29 la yaakaar naa lan ak lan moo fay am incha allah. xam naa damay tàmbalee wolof bi. après ma ñëwaat ci lii ndax gis nga wolof bi moom dafa am solo. fasantiku loolu saa wa tàmbalee wax rek da ngay yëg ne lii ci yow la bokk. effectivement daanaka waaw di sant bu baax a baax di am kontaan te di am mbégte bu yaatoo ci jotaay bi ci waxtaan bi ci dalal bi waaw ak ci laaj yi tamit muy laaj yu am solo yaakaar naa may nañu ñu mën a jukki loo xam ne nii sax voilà bu doon ñun kase ñooy wax duñ ko mën a jukki laaj yi ñoo am solo lool di la ci gërëm bu baax a baax Seydina beneen bi mooy xam naa li ñuy jëgmal mooy événement bi mooy le 29 fële ci Grand Théâtre bés boo xam ne nii juddub Cheikh Anta Diop la waaye dañ ne mën na daanaka jéggi sax juddoom kase mooy dañuy dundam daanaka la ñu bëgg a waxtaanee xam nga ci xam-xam di ci woo ñëpp ñoo xam ne fii ñu ngi fi parce que tamit bëgg nañ bu ñu ñëwee waxtaanee ñu fay amal doon ñoo xam ne nii dinañ ko wax ci nasaraan ndax am na ñeneen ñoo xam ne duñ ay sénégalais ñoo xam ne ay soppe Cheikh Anta Diop lañ dañ ko bëgg di dund ci xam-xamam di ko dundal tamit waaye tamit suñuy ñooñ ñi nga xam ne fii Sénégal lañ nekk dina tax dinañ ci boole tamit wolof bi nga xam ne dina gën a fasantiku dina gën a am solo trop quoi donc loolu lañ fas yéene le 29 di ci woo Sénégal yëpp di ci woo mag ñi ak ndaw ñi ci suba si dinañ am ay activités yoo xam ne nii dina permettre ndaw ñi
déjà def ay atelier ak ñoom gën leen a nàndal bu baax a baax xam-xamu Cheikh Anta Diop bu baax def fa ay jeux concours yoo xam ne nii dina am ay concours poésie yoo xam ne élèves yi dinañ bind ay poèmes Cheikh Anta Diop après ñu xool bu ci gën a am solo daanaka ñu neexal leen ba ci ngoon gi nag ñu amal conférence boo xam ne ni daanaka ñu ngi koy def ci Afrique bu moom boppam ak ci àdduna bi wëlbatikuwaat koy woowee souveraineté africaine et recomposition géopolitique lan moo ciy taxawaayu lan moo ciy xalaatu Cheikh Anta Diop ci fi ñu nekk daanaka noonu lay tëddee su ma koy wax ci français. Ok mën nga poursuivre en français. En français. C'est déjà un plaisir, vraiment un plaisir et un grand honneur d'être là, de partager ce plateau de qualité que j'ai toujours suivi avec beaucoup d'intérêt. Merci déjà pour l'invitation, Seydina. Et en ce qui concerne la journée du 29, bien entendu, ça va être une journée vraiment de commémoration, une journée de retrouvailles, mais une journée de réflexion, surtout une journée de critique, carrément de dépassement de la pensée de Cheikh Anta Diop, parce que ce qu'il voulait, il disait je le cite, je serai sûrement l'homme le plus heureux si de plus en plus de jeunes Africains allaient me citer, pour ensuite aller m'étudier, pour ensuite venir me contredire. Voilà, il veut qu'on aille étudier et pour venir même le contredire, pour faire pousser un peu sa réflexion. En fait. Donc ça, c'est Cheikh Anta Diop. Et c'est ce qu'on essaie de faire depuis et ce qu'on va faire la journée du 29, qui va tourner autour de ce thème-là, qui est souveraineté africaine et recomposition géopolitique, à la lumière de la pensée de Cheikh Anta Diop en 2025, l'actualité de sa pensée sur le plan économique, politique, social, culturel. Qu'est-ce qu'il met sur la table comme contribution? Qu'est-ce que nous aussi nous mettons sur la table comme conclusion pour actualiser sa pensée? Donc, on appelle vraiment tout le monde, Sénégalais, Africains du Sénégal et Africains des autres pays, de la diaspora, des diasporas anciennes comme des nouvelles diasporas, venir commémorer, célébrer avec nous la journée du 29 au Grand Théâtre. Au Grand Théâtre, et nous invitons tous les étudiants, tous les élèves et tous ceux qui sont adeptes de panafricanisme et non pas de nationalisme, de nous rejoindre ce 29 au Grand Théâtre pour rendre hommage à l'homme tel qu'il est, Cheikh Anta Diop, un intellectuel exigeant, un intellectuel hors pair. C'est un plaisir pour nous aussi, M. Diagne, de vous recevoir sur ce plateau de cette école. L'échange a été au niveau. Nous témoignons de votre intellect, nous témoignons aussi de votre amour pour Cheikh Anta, mais aussi de votre amour pour l'Afrique et de votre sens de la neutralité. C'est très important. Alors, mesdames et messieurs, au terme de cette émission, il convient de rappeler que l'histoire de Cheikh Anta nous rappelle à toutes et à tous que la souveraineté, c'est d'abord une affaire de conscience historique. C'est aussi une maîtrise de soi, c'est une capacité à définir soi-même son projet de société. C'est ce à quoi Cheikh Anta nous appelle. Nous terminons avec cette citation célèbre, vous le savez, celle de Cheikh Anta. Armez-vous de savoir jusqu'aux dents, parce qu'à savoir égale la vérité triomphe. La vérité triomphe. C'était Télé-École, votre émission Droit et Société. Restez connectés sur Télé-École pour ne rien rater de votre émission et des activités éducatives. Ça se passe sur Télé-École, la première télé 100% éducation en Afrique au Sénégal. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École.